Au début du XXe siècle, le docteur Peter Ameisenhofen, un zoologiste allemand, se consacre à la recherche d'animaux inconnus de la science. Il produit une documentation considérable qui contient des photos de créatures étranges, comme cette chimère à corps de singe ou ce serpent vertébré à 12 pattes. Ameisenhofen disparaît mystérieusement en 1955 et ses archives ne sont découvertes que 30 ans plus tard. En 1968, l'Union soviétique envoie le vaisseau Soyouz 2 dans l'espace. À son bord se trouve le colonel Ivan Istoknikov, un cosmonaute qui disparaît lors d'une manœuvre à l'extérieur du vaisseau. Embarrassés par cet incident, les autorités russes déclarent que Soyouz 2 était inhabité et vont jusqu'à effacer toute trace de l'existence d'Istoknikov. Il faut attendre la chute du communisme pour que des chercheurs indépendants découvrent la vérité et dévoilent des photos de l'officier perdu. Si vous vous demandez quel est le point commun entre ces deux histoires, c'est simple. Elles sont totalement fausses. Les images, les faits et les documents ont été créés de toutes pièces par Joan Fontcuberta, un artiste espagnol spécialisé dans la falsification. En détournant les codes du réel, ses œuvres nous poussent à questionner nos certitudes. Dans cet épisode, je vous invite à entrer dans le monde de l'imitation. Du faux semblant. De l'imposture. Bref, Du simulacre. Vous allez découvrir à quel point le faux est une composante essentielle de la réalité, que ce soit dans l'histoire ou dans la nature. Alors ne soyez pas surpris si au cours de cet épisode, vous ressentez l'irrépressible besoin de vous écrier « Fake ». Pendant la Seconde Guerre mondiale, le rôle du faux a été déterminant. En 1942, par exemple, alors que des menaces d'attaque japonaises planaient sur la Californie, les autorités militaires chargèrent le colonel John F. Homer de camoufler plusieurs points sensibles le long de la côte pacifique. Et comme il s'agissait de tromper l'ennemi, Homer fit appel à la plus grande des fabriques à illusions, Hollywood. Décorateurs, peintres et charpentiers furent envoyés par les studios de cinéma pour rendre plusieurs bases invisibles. Leur plus grande réussite fut sans doute la transformation de l'usine aéronautique de Burbank. Tous les bâtiments furent recouverts par des paysages factices peints sur des toiles et vus d'avion, la zone ressemblait à une paisible banlieue rurale. Des voitures en plastique, de faux arbres et de fausses fermes furent même placées dans le décor pour simuler le relief. Et comme le colonel Homer n'était pas du genre à faire les choses à moitié, il demanda à des employés de l'usine de se balader sur de fausses allées, de déplacer des voitures ou encore d'étendre du linge pour rendre le quartier plus vivant. L'incroyable camouflage de la Californie s'arrêta en même temps que les risques d'attaque nippones. Mais à la même époque, en Europe, se préparait une supercherie militaire encore plus importante. Si importante qu'elle changea probablement le cours de l'histoire. Son nom, Fortitude. Initiée par les services secrets britanniques, l'opération Fortitude avait pour but de tromper les Allemands sur la date et le lieu du débarquement. Pour faire croire à l'ennemi qu'il comptait débarquer dans le Pas-de-Calais, les Alliés créèrent un groupe d'armées fictif, le FUSAG, qu'ils postèrent sur la côte sud-est de l'Angleterre. Cette armée fantôme était constituée de chars gonflables, de canons en contreplaqué, de centaines de faux navires et même d'un faux complexe pétrolier. Pour faire vivre le tout, les Alliés mirent en place de faux campements avec cheminées fumantes, bruit d'activité portuaire et un intense trafic radio composé de milliers de messages préenregistrés. Les moindres détails étaient soignés, jusqu'aux insignes fabriqués spécialement pour les unités imaginaires. Enfin, le prestigieux général Patton fut placé à la tête de cette armée factice, ce qui acheva de convaincre les Allemands que le débarquement aurait bien lieu dans le Pas-de-Calais. Le succès de l'opération Fortitude eut un impact décisif sur l'issue de la guerre, mais ce vaste plan de manipulation n'aurait pas été aussi efficace sans l'action d'un manipulateur de génie, Joan Pujol Garcia. Les nazis faisaient pleinement confiance à cet agent espagnol, surnommé Arabelle, qui leur envoyait de précieuses informations sur l'activité des Alliés grâce à son réseau d'espions. Mais en réalité, Pujol était un agent double qui travaillait pour les services secrets anglais sous le nom de Garbo, et son réseau était constitué de 27 agents parfaitement fictifs dont il écrivait lui-même les rapports. Non seulement les Allemands gobaient tout ce que l'Espagnol écrivait, mais en plus, ils dépensaient une fortune pour financer un groupe d'espions qui n'existait pas. Les faux rapports de Pujol poussèrent Hitler à envoyer le gros de ses troupes dans le Pas-de-Calais, alors que le sort du conflit se jouait en Normandie. Le plus fort, c'est que les nazis ne réalisèrent jamais que leur cher espion Arabelle les avait dupés, et il fut la seule personne décorée à la fois par les Alliés et par les Allemands au cours de la Seconde Guerre mondiale. Les faux bâtiments ne sont pas utiles qu'en temps de guerre. Aujourd'hui, il en existe plusieurs à travers le monde. Si vous avez vu ma précédente vidéo sur les curiosités de New York, vous vous souvenez peut-être du 58 Joralemon Street. Un immeuble qui se trouve dans une rue résidentielle de Brooklyn, avec un sous-sol blindé et des fenêtres entièrement noires.
Cette façade étrange cache en fait un puits d'aération et un tunnel d'évacuation pour le métro de New York. On peut voir le même genre d'édifice à Paris, dans le 10e arrondissement, au 145 rue Lafayette. L'immeuble qui se trouve à cette adresse possède un balcon, un porche, des fenêtres ouvertes, mais il est complètement creux. Sa façade camoufle une bouche d'aération géante pour le RER B. À Londres, ce n'est pas un mais deux bâtiments fantômes qui se trouvent dans la rue Leinster Gardens au numéro 23 et 24. Leurs portes n'ont pas de boîte aux lettres, leurs fenêtres sont grisées, et derrière les façades d'1,50 m d'épaisseur, il n'y a qu'un gouffre qui donne sur une ligne de métro. Alors des immeubles factices, vous me direz, c'est pas mal, mais on peut faire mieux. Dans la baie de San Pedro, en Californie, on peut voir 4 îles qui de loin ressemblent à des stations balnéaires. Elles arborent une végétation tropicale, des bâtiments apparemment hôteliers et même des chutes d'eau. On les appelle les îles astronautes parce qu'elles portent le nom de 4 astronautes américains morts en mission. Grissom, White, Freeman et Chaffee. Mais avant 1965, ces îles n'existaient pas. Elles sont totalement artificielles et elles cachent en réalité des puits de pétrole. L'opération de camouflage coûta 10 millions de dollars et elle fut confiée à un architecte spécialisé dans les parcs d'attractions. Il s'agit des seules plateformes pétrolières déguisées des États-Unis. Pour placer la barre encore plus haut, il faut se rendre en Corée du Nord. Kinjong-dong est un village qui se trouve juste au-dessus de la zone démilitarisée, séparant Corée du Nord et Corée du Sud. Elle abrite 200 familles dans de jolis immeubles bien alignés et on y trouve des écoles et un hôpital. En tout cas, c'est ce que dit le gouvernement nord-coréen. Mais quand on observe les bâtiments de plus près, on s'aperçoit que les fenêtres n'ont pas de vitres, que les lumières fonctionnent sur minuterie et que les seules personnes présentes sont des ouvriers de maintenance. En réalité, Kinjong-dong est un village de propagande. Un leurre censé tromper les habitants du village d'en face, qui se trouve en Corée du Sud. Dans les années 80, le gouvernement sud-coréen érigea un mât de 100 mètres de haut à la frontière pour y accrocher le drapeau national. La Corée du Nord répliqua immédiatement en installant un mât de 160 mètres à Kinjong-dong, le plus grand du monde à l'époque. Ce duel nationaliste n'était pas que visuel. Jusqu'en 2004, le village fantôme diffusait des messages de propagande à travers des haut-parleurs pour encourager les sudistes à franchir la frontière. A priori, ceux-ci n'ont jamais été vraiment convaincus. L'histoire des sciences n'est pas épargnée par les faussaires, en particulier l'archéologie. Comme dans le célèbre exemple de l'homme de Piltdown, où des fragments de crâne découverts en 1912 firent croire à une bonne partie de la communauté scientifique qu'on avait trouvé le chaînon manquant entre l'homme et le singe. Il fallut attendre 40 ans pour réaliser que les restes de l'homme de Piltdown étaient composés d'un crâne du Moyen-Âge et d'une mandibule d'orang-outan. Mais l'un des cas les plus extravagants est sans doute celui du géant de Cardiff aux États-Unis. En 1869, alors qu'il creusait un puits sur le terrain du fermier William Newell, 2 ouvriers firent une découverte extraordinaire, le corps fossilisé d'un homme de 3 mètres de haut. Très vite, les habitants de Cardiff affluèrent pour voir le géant pétrifié, à tel point que Newell commença à faire payer les visites. Les scientifiques étaient sceptiques, mais certains fondamentalistes considéraient la découverte comme une preuve que les géants mentionnés dans la Bible avaient bien existé. Ce qu'ils ignoraient, c'est qu'il s'agissait d'un canular orchestré par un certain George Hull, fabricant de cigares et cousin de Newell. Hull avait eu l'idée de fabriquer un faux géant pour voir jusqu'où irait la crédulité religieuse. Il fit donc sculpter une statue en secret qu'il enterra derrière la ferme de son cousin avec la complicité de ce dernier. Il ne restait plus qu'à engager 2 ouvriers pour creuser au bon emplacement. Le géant de Cardiff devint un tel phénomène qu'un homme d'affaires nommé David Hannum le racheta à Hull pour la somme de 23 000 $, soit plus de 400 000 $ actuels. Phineas Barnum, le célèbre homme de spectacle, fit alors fabriquer une réplique du géant et déclara que l'autre était un faux. David Hannum attaqua Barnum en diffamation, mais George Hull décida d'avouer son canular à la presse et les 2 géants furent finalement déclarés factices. 7 ans plus tard, un autre géant pétrifié fut découvert à Beulah, dans le Colorado. Il fut exposé quelque temps à travers les États-Unis jusqu'à ce qu'on découvre qu'il s'agissait encore d'un coup de Hull qui avait décidément de la suite dans les idées. Si vous pensez que l'imposture est le propre de l'homme, vous allez voir que dans ce domaine, les animaux n'ont aucune leçon à recevoir. Prenez par exemple la larve de l'Hemeroplanes triptolemus, un papillon qui vit dans les forêts d'Amérique centrale. Quand elle se sent menacée, cette chenille se suspend dans le vide, puis elle gonfle sa tête jusqu'à prendre l'apparence d'un petit serpent. Non seulement elle imite à la perfection les couleurs, les écailles et les yeux du reptile, mais elle pousse le réalisme jusqu'à simuler des attaques. La menthe orchidée est une autre simulatrice étonnante.
Cette cousine de la menthe religieuse est le seul prédateur connu pour piéger ses proies en imitant une fleur. D'autres espèces utilisent leur apparence pour se camoufler dans la végétation, mais la menthe orchidée est tellement douée qu'elle attire les insectes pollinisateurs encore plus que les fleurs elles-mêmes. La technique des leucochloridium est particulièrement tordue. Ces vers parasites remontent le système digestif des escargots pour aller se loger dans leurs yeux. Une fois en place, les larves grossissent et transforment les yeux des pauvres gastéropodes en excroissances multicolores qui ressemblent à des chenilles. Les oiseaux se jettent alors dessus en croyant avaler une proie. Et c'est exactement ce que souhaitent les leucochloridium. Ils ne peuvent pondre leurs œufs que dans l'estomac des oiseaux. Ces derniers expulsent ensuite les œufs avec leurs fientes, qui sont mangés par les escargots. Et le cycle peut recommencer. La championne toute catégorie de l'imitation animale est sans aucun doute la fascinante pieuvre mimétique. Comme les autres pieuvres, elle est capable de changer de couleur et de texture, mais c'est la seule qui prend l'apparence d'autres animaux pour échapper aux prédateurs. La pieuvre mimétique peut imiter plus d'une quinzaine d'espèces, comme les méduses, les serpents de mer, les murènes ou encore les crabes. Mais elle ne se contente pas de prendre leur aspect, elle simule aussi leur comportement. Par exemple, pour imiter une sole, non seulement la pieuvre va aplatir son corps et regrouper ses tentacules sur un côté, mais en plus, elle va nager à la même hauteur et à la même vitesse que la sole. Le plus impressionnant étant peut-être qu'elle ne choisit pas les espèces à imiter au hasard. Pour effrayer ses agresseurs, elle prend la forme de leur prédateur naturel. Ces capacités valent à la pieuvre mimétique d'être considérée comme une des créatures les plus intelligentes de la planète. Pour terminer sur un registre un peu différent, je voulais vous raconter l'histoire parfaitement vraie d'une fausse tueuse en série. Tout commence en 1993 lorsqu'on retrouve l'ADN d'une femme sur une scène de meurtre en Allemagne. La tueuse présumée disparaît pendant 8 ans, puis en 2001, on trouve à nouveau son ADN sur les lieux d'un autre meurtre particulièrement barbare. S'enchaîne alors une série de crimes qui vont durer jusqu'en 2009 et qui ont pour seul point commun cette femme sans visage dont on relève l'empreinte génétique dans 40 lieux différents. Braquage, cambriolage, assassinat, les crimes sont variés et ils ne se déroulent plus seulement en Allemagne mais à travers plusieurs pays d'Europe. Les enquêteurs sont persuadés d'avoir affaire à une experte qui joue avec eux et plusieurs milliers de pistes sont explorées sans succès. En 2007, on retrouve une jeune policière tuée d'une balle dans la tête sur un parking d'Heilbronn en Allemagne. Une fois de plus, le même profil génétique est identifié sur les lieux. Le pays est fortement marqué par le drame et à partir de ce moment, la mystérieuse criminelle en série sera surnommée le fantôme d'Heilbronn. C'est en 2009, après 16 ans de traque à travers l'Europe, 6 meurtres et des dizaines de crimes, que l'énigme est enfin élucidée. La supposée tueuse était en fait une innocente employée de l'entreprise qui fabriquait les bâtonnets pour prélever l'ADN. Son propre ADN avait contaminé tout un lot de coton-tige qui avait ensuite été utilisé au cours des différentes enquêtes. Tous ces crimes, qui avaient mobilisé Interpol et des dizaines d'enquêteurs, n'avaient donc aucun lien entre eux. Et le fantôme d'Heilbronn n'avait jamais existé. Cet épisode est à présent terminé, j'espère qu'il vous a plu et qu'il vous donnera envie d'aiguiser votre esprit critique. Vous l'avez vu, les faux semblants existent dans tous les domaines, alors n'hésitez pas à user de l'art du doute. À bientôt! Dans cet épisode, je vous invite à entrer dans le monde de l'imitation, du faux semblant, de l'imposture, bref, du simulacre. Oh putain, il est trop fort.